Vas-y, c'est parti. Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91. Aujourd'hui, on échange avec un activiste local Voilà. et Papa Wilson. Voilà. Salut la résistance. Alors, le premier sujet, c'était comment reconnaître un gilet jaune qui est malgré lui, en fait, ou peut-être en toute conscience, agent du système. Alors, quelles sont les pistes? En fait, je pense que l'idée c'est d'arrêter justement de chercher ça. On sait, maintenant tout le monde le sait, je pense qu'il n'y a personne qui est assez candide, assez naïf pour croire qu'il n'y a pas d'infiltré dans ce mouvement. On le sait, donc tout le monde a son radar allumé. On sait que potentiellement ce mouvement il a peut-être été créé plus ou moins par l'ennemi qu'en combat, mais jusqu'à aujourd'hui je pense qu'on a la preuve que la créature a échappé à son créateur. Donc à partir de là, ceux qui pensent, peut-être à juste titre, hein, que les Gilets jaunes c'est un mouvement créé par l'oligarchie, peut-être, sauf que ça fait longtemps qu'on s'est transformé en des Frankenstein là. Nous, on n'est pas rémunérés par l'oligarchie en tout cas. Hein. Peu importe, même si c'était le cas, ça change rien que. En tout cas, je peux te le dire. Voilà. Et puis s'agissant de la création du mouvement, si ça a été créé par l'oligarchie, et alors, what the fuck, aujourd'hui on leur a totalement échappé des mains, si c'était le cas. Et du coup, est-ce qu'il y a des gens infiltrés? Est-ce que comment ils appellent ça? Les agents de crise, c'est ça? Alors il y a les agents d'influence, les acteurs de crise. Moi je préfère le terme agent d'influence, parce qu'agent d'influence, pour le coup, c'est un vrai terme de l'ingénierie sociale. Acteur de crise, c'est plus, tu vois, c'est plus entré à la culture anglo-saxonne. Quand on parle d'état profond américain, on parle effectivement d'acteur de crise. En France, en Europe, c'est un peu autre chose. Moi, je verrais plus ça comme un agent d'influence. Et alors, comment on les reconnaît? On s'en fout. Ouais. En fait, on s'en fout de les reconnaître ou pas. On sait qu'il y en a. C'est une évidence. Si moi, j'étais un oligarque, un gouvernement totalitaire, un Macron, j'en mettrais. Et je pense que personne n'est assez stupide pour ne pas en mettre. D'accord? Si tu as un jour joué déjà à un jeu de stratégie, que ce soit un jeu de société, un jeu de console ou n'importe quoi, même si tu as joué déjà à Poule Renard Vipère au centre de loisirs, t'es pas débile, tu mets des infiltrés, tu te débrouilles pour gangréner ton ennemi de l'intérieur. Bref, et donc on le sait, il y en a. Maintenant la question c'est, est-ce qu'on doit dépenser du temps et de l'énergie pour faire une chasse aux sorcières? Je suis pas sûr. Et donc selon moi, ceux qui profitent au système, ceux qui font le jeu du système, c'est ceux qui passent leur temps à faire cette chasse aux sorcières. Donc eux ils le font sûrement d'une bonne volonté de protéger le mouvement, etc. Sauf que la seule chose que ça fait, c'est que ça divise le mouvement et ça démobilise des gens. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a du vent, je vais attendre que ça passe. Alors, quand on parle d'opinion publique. Ouais, alors attends, parce que justement aujourd'hui, tout le monde a peur. Tout le monde a peur. D'une manière ou d'une autre, on a tous peur. Moi là, je suis devant la vidéo, j'ai peur. Toi derrière, si tu ne montres pas ta tête, c'est parce que tu as peur, etc., etc. Et si tu t'es pas encore mobilisé derrière ton téléphone aussi, c'est parce que tu as peur. On a tous peur. Maintenant, il y a des gens qui ont réussi, on ne sait pas pourquoi, mais à avoir un peu plus de courage ou d'inconscience, ou je ne sais pas, tu appelles ça comme tu veux. Et le but du jeu, selon moi, c'est d'aider justement tout le monde à avoir du courage pour se mobiliser, pour devenir activiste, chacun à son niveau, chacun avec ses méthodes, chacun avec ses stratégies, et que tous ces discours de chasse aux sorcières finalement découragent les gens, et donc ça démobilise. Et du coup, ceux qui font la chasse aux sorcières, bravo, merci, tu me dois 600 balles. Ceux qui font cette chasse aux sorcières en décourageant les autres, même si c'était pas leur volonté, au final, plus il y a de gens découragés, et plus c'est le système qui gagne. Et donc c'est ceux qui font la chasse aux sorcières qui jouent malgré eux le jeu du gouvernement. Alors que si on garde juste à l'idée, on garde dans nos radars, il y a forcément des infiltrés, on s'occupera d'eux quand on aura terminé. On s'occupera d'eux quand on aura gagné. Alors un infiltré, ça a aussi un discours. Ça a aussi... Qu'est-ce que t'en penses toi? Ça a aussi un lexique, une lexicologie, c'est-à-dire que ça va parler d'opinion publique, mais qu'est-ce que l'opinion publique va en penser, les sondages, etc. Il est très, ou elle est très liée à ça en fait. Qu'est-ce que les gens vont en penser? Il ne faut pas faire de vagues, hein, ça va déplaire, etc.
Alors, t'en penses quoi, toi? Moi, tu veux réagir ou j'enchaîne? Ouais, je vais réagir vite fait. Moi, je pense que c'est un débat où tout le monde peut vite se perdre par rapport à cette question d'agents d'influence, c'est comme ça que je les appelle. Parce que ça va mettre de la suspicion chez tout le monde va s'accuser les uns et les autres, et au final, les vrais agents de crise et les vrais agents d'influence, eux, vont se frotter les mains, parce que tout le monde va s'autodétruire, et eux, ils vont tirer leur épingle du jeu, ils vont être reconnus même comme de vrais leaders. Tu vois le truc? Et le danger, il est là. Moi, j'ai toujours dit à beaucoup de monde, vous verrez, petit à petit, nous, on reste droit dans nos bottes, on combat l'oligarchie, parce qu'il faut dénommer l'ennemi. Déjà, même l'ennemi, il n'est pas clair au sein de tout le monde. C'est-à-dire que tous les gilets jaunes ne sont pas d'accord forcément à définir qu'est-ce que l'oligarchie. Il y en a, ils en sont encore à Macron. Je veux dire, il n'y a que Macron, c'est Macron l'ennemi, c'est Macron le méchant et je vais voter contre lui. Ils en sont encore à là. Et Macron le méchant et il faut sauver mon frigo. Je caricature, mais c'est un peu ça. Hein. Ouais. Tout le monde n'est pas encore au fait de ce qu'est-ce que l'oligarchie. Après, bon voilà, l'oligarchie maintenant, c'est un terme qui est tellement présent sur les plateaux télévisés, qui est tellement présent au sein de l'opinion publique, ça devrait normalement être connu de tout le monde. Et ben, il y a encore du travail à faire, tu vois. Par exemple, un Juan Branco qui nous présente ce que c'est que l'oligarchie, effectivement, c'est bien ce qu'il a fait. Simplement, c'est qu'en surface. C'est qu'en surface. L'oligarchie, c'est beaucoup plus profond que ça. On ne s'arrête pas qu'à Xavier Niel ou Mathieu Pigasse ou à Pinot, etc. Quoi. Bah non, on touche à la création monétaire. Voilà, c'est beaucoup. Le cœur nucléaire du problème. Donc, pour revenir après sur les agents d'influence, les agents d'influence, selon moi, personnellement, ma définition, j'en ai trouvé 2 au sein du mouvement. J'en ai trouvé 2 qui étaient repérables avant le mouvement des Gilets jaunes, parce que ce qui est bien, c'est que quand tu viens de la mouvance dissidente, tu as appris déjà tout ça. Tu as appris à reconnaître les agents d'influence, tu as appris à savoir ce que c'était qu'une influence déjà, parce que les bases de l'ingénierie sociale, il suffit de lire Lucien Cerise ou des auteurs anglo-saxons, bon, il y en a pas mal, mais on ne va pas les citer ici, qui eux ont vraiment compris comment fonctionnait une crise, comment la vivre, comment un état profond peut encadrer cette crise et la gérer, voire l'infiltrer. Bah, tout ça, tu vois, c'est des connaissances, c'est des bagages. Et donc on retrouve la même chose au sein des Gilets jaunes. Donc moi, j'en ai identifié 2, j'ai transmis le message à beaucoup de monde. Maintenant, les gens, je les invite à faire leurs propres opinions. Fais-nous plaisir, balance des noms. Non mais attends, avant de balancer, parce que bon voilà, moi il y a un truc que je déteste par-dessus tout, c'est la médisance gratuite. Apparemment, c'est pas gratuit là. La médisance gratuite, je me suis toujours freiné par rapport à ça, parce que d'une, c'est dans mon éthique, et de deux, ça fait pas avancer le mouvement, ça pourrit le mouvement. Le jour où j'aurai une preuve sur les leaders, etc., je me gênerai pas de les balancer. C'est-à-dire des personnes qui auraient bossé dans le système oligarchique des médias, etc., qui ont fait de l'argent. Voilà. Qui étaient là, il y en a 2. Voilà. Là, il y en a 2. Bah, trouvez les noms, les gars. Vous êtes grands, démerdez-vous. Moi, j'invite les gens à aller les trouver. J'invite les gens à faire leurs recherches, mais faites-le de manière objective, s'il vous plaît, pas simplement avec de l'émotionnel. Il y a un moment donné, c'est parce qu'une tête ne vous plaît pas ou un discours ne vous a pas plu, ça va contre votre éthique et votre morale. Eh ben non, ça suffit pas pour prouver que c'est un agent d'influence. Un agent d'influence, il faut qu'il ait des réseaux derrière, il faut qu'il ait des financeurs, il faut qu'il reçoive des directives et des ordres, voire même une capacité à s'autocensurer, un peu comme les éditocrates, tu vois ce que je veux dire? Bah voilà, moi il y en a 2 clairs, quoi. Il y en a 2 clairs et je m'en cache pas parce que je l'ai toujours dit depuis le début, c'est Sophie Tissier et Christine Tazin. Et encore une fois, je n'ai rien contre ces 2 personnes. Balance pas les noms parce que ça se fait pas de balancer les noms. Voilà, je n'ai rien contre les. Ouais, mais pourquoi je les balance? Parce que là, ça fait un moment que j'en parle. Ouais. Donc moi, je ne veux pas me contredire moi-même. Tu vois, ça fait un longtemps que j'en parle. Et encore une fois, je n'ai rien contre l'être humain en lui-même. Ouais. Pourtant, Dieu sait qu'il m'énerve. Hein. Une Christine Tazin est mon ennemi idéologique. De par son islamophobie, de par sa volonté de réunir les patriotes en son sein pour les ramener du côté du sionisme. Et tout le monde sait maintenant ce que c'est que le sionisme, il n'y a plus besoin de vous faire Alors, Christine Tazin, voilà. C'est quoi? C'est riposte laïque, c'est ça? Christine Tazin et son ami Pierre Cassan, ils sont 2. Hein. C'est un binôme. C'est vrai que je n'ai pas encore parlé de Pierre Cassan, mais c'est un binôme. Ils étaient là avant les Gilets jaunes, ils foutaient le bordel déjà dans la mouvance dissidente. Oui, Cassan. Il y a un Cassan qui se présente pour les élections à la mairie des Ulysses. On va peut-être creuser. et voilà, donc c'est quelqu'un déjà, ce sont des personnes déjà qui étaient néfastes avant le mouvement des Gilets jaunes, qui sont reconnus pour leur extrême, notamment sur le plan du racisme institutionnel. Donc ces gens-là sont dangereux. Et je les ai vus récupérer les Gilets jaunes en partie au début. 1er, 2e, 3e jusqu'à 4e acte. Donc là, c'est des faits qu'on donne. Les faits, on peut vous le donner. Les gens qui me contactent, moi je vous donne les preuves, il n'y a aucun problème. Et Sophie Tissier, si maintenant, demain, elle vient parler avec moi et qu'elle veut la paix au sein des Gilets jaunes, elle veut arrêter de diviser, mais bien sûr, il faudra pardonner, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a aucun problème, c'est pas contre l'humain. Mais elle a choisi une mission. Elle a choisi de bosser pour l'oligarchie, donc elle est mon ennemi. Et sa mission, c'est quoi? C'est de ramener, c'est qu'une hypothèse. C'est que mon hypothèse, je demande aux gens de chercher
voilà, de leur côté, c'est de ramener une partie de l'extrême gauche parce que malheureusement les gens confondent extrême gauche et extrême gauche. Il y a deux extrêmes gauches en France. Hein. Il y a celle bien comprise de ce que c'est que le marxisme, tu vois, les mécanismes de domination et la gauche, on va dire, tu vois, très ouvrière, etc. Et puis l'extrême gauche bobo, ce qu'on appelle les trotsko-bobos, hein, du NPA, Besancenot et compagnie. Et ça, on a vu ce que ça a donné hein, sur certains blocages. Voilà. Mais de toute façon, et là. Tissier, en fait, ramène cette pseudo-extrême gauche avec elle et traque le complotiste. Ça, c'est encore plus grave. Elle traque les complotistes au sein des Gilets jaunes. Je l'ai vu de mes propres yeux dans des manifs, appeler à traquer Sylvain Baron. Ah ouais. Sylvain Baron, qui est quelqu'un plutôt d'intelligent. Alors, ah oui, on n'est pas d'accord, tous d'accord avec lui, mais c'est quelqu'un d'intelligent, d'intègre, qui veut le bien du mouvement. Donc le bien commun, elle est pour l'épuration. Elle est pour l'épuration. Donc l'épuration, on sait à quoi ça ramène, aux heures les plus sombres. Hein. Donc en fait, elle s'auto-quenelle, la nana, tu vois. Elle s'auto-quenelle. Donc voilà, Sophie Tissier, je n'ai rien contre toi en tant que personne, mais tu es une ennemie idéologique et une ennemie pragmatique. Repentis-toi. Voilà, donc clairement, et identifie un acteur de crise. Par contre, maintenant, tout ce qui est leader d'affiche, donc Maxime Nicole, Drouet, etc., je préfère de loin que des youtubeurs spécialisés mènent leur enquête sur eux. Et c'est l'enquête qui le dira. Et moi, j'attends les preuves. C'est l'enquête qui le dira. Mais ils ont tellement bossé, voilà. Tellement investi eux-mêmes au niveau de leur vie personnelle, etc. Tu vois, les mecs, ils sont sur les gens. Tu peux pas dire que. La médisance, je déteste ça. Et quand il y aura les preuves. Tu le vois dans son HLM, tu le vois dans son Camtar. Tu vois bien que les mecs, ils se font pas de la thune, quoi. Si c'était des agents du système, c'est précisément ce qu'ils feraient. Et en fait, c'est ça le problème. Et c'est là, moi, mon discours. Tu vois, par exemple, Wilson, là, il a identifié des gens, il a un raisonnement, il y a de la logique. Il dit qu'il a des preuves, bah, s'il en a, tant mieux. Et voilà, il explique pourquoi. Maintenant, il ne va pas dire attention, les écoutez pas, attention, ceci, cela. Il met en garde. Mais regarde, Maxime Nicole, il a fait énormément pour la divulgation du RIC. Ouais. De l'idée du RIC. Ouais, et sans lui, on serait peut-être encore à batailler pour pousser l'idée du RIC. Le prix du gasoil. Donc tu vois que là, il ne peut pas être agent de crise. Je mets une nuance. Voilà. Là, je mets une nuance et c'est là que je rejoins par exemple Chrysalide ou autre. Là, je mets une nuance parce que Maxime Nicole, je ne lui prête pas de mauvaises intentions. Je ne suis pas dans le procès d'intention. Mais il y a des erreurs de stratégie manifestes. Et attends, c'est pas un pro aussi. Il y a des erreurs. Non, je ne dis pas lui. C'est pas Maxime Nicole en lui-même, mais c'est ceux qui l'entourent. Ceux qui l'entourent. Je pense à un Juan Branco notamment. Tu vois, ça, parce que, voilà, ouais, ben voilà, merci. Il faut en venir à là. C'est-à-dire que quand on parle d'acteurs de crise, il faut identifier les réseaux autour de cet acteur de crise. Parce qu'il y a un seul acteur de crise, à lui tout seul, il ne va pas te changer un pays, il ne va pas te manipuler un pays entier. Ils n'ont pas les capacités pour ça. Par contre, il y a un réseau derrière. Il y a Juan Branco. Tu vois ce que je veux dire? Celui-là avec le tableau voilà. de Satan. Voilà, d'accord, ok. Dans son bureau, Panamza a fait une excellente enquête sur Juan Branco. Après, on en pense ce qu'on veut de Panamza, on en pense ce qu'on veut sur Juan Branco. Je laisse les internautes faire leur choix. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je dis qu'à partir du moment où il y a des gens comme ça autour de Maxime Nicole, Maxime, là, c'est pas toi que je juge, mais c'est ceux qui sont autour de toi. Et donc, à partir de là, sans être dans le jugement, c'est quoi la finalité? Parce que moi, ce que je regarde, c'est les actes. C'est-à-dire que les leaders d'affiches comme Jérôme Rodriguez et tout, etc., depuis le début, avec l'aura qu'ils ont et le rassemblement qu'ils ont, ils auraient pu mettre en place une stratégie. Moi, je vais pas critiquer, hein. Je ne suis pas dans le il faut qu'à. Attends, ils sont peut-être tout simplement la tête dans le guidon, comme nous, quoi. Je termine. C'est pas ça. Je veux pas les acculer. Tu vois, le but, c'est pas de les acculer sur cette vidéo. C'est de simplement, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est dans leur stratégie. C'est quoi la stratégie? C'est quoi le plan en fait? C'est quoi le projet? C'est quoi le projet dans tout ça? On en est à combien? 29 actes? 27, tu vois, mais je les compte même plus. Bientôt 29. Ouais, voilà, bientôt 29. On en est à bientôt 29 actes, ça a été le 28e. Qu'est-ce qu'on a gagné? Alors moi, je voudrais... Est-ce qu'on a éliminé un oligarque? Est-ce qu'on a mis à mal un réseau? Est-ce qu'on a une nouvelle constitution écrite par le peuple? Voilà. Donc, moi, je ne lance pas la pierre. Je dis simplement que, attention, parce que s'il y a des acteurs de crise, eux ou autour d'eux, effectivement, c'est ce qui pourrait comprendre et permettre de comprendre que la stratégie, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Je dis pas que la nôtre est bonne. Chacun sa stratégie, elle doit être complémentaire. Voilà, moi, attends, on a même été approché. Dès qu'il y a quelqu'un qui commence à faire un petit peu d'audience, il est forcément approché par des personnes, et là je te rejoins Wilson, par des personnes qui essayent de ramener la couverture à elle. On a été nous approchés par Sophie Tissier qui a plusieurs fois essayé de nous contacter. Nous on l'a botté en touche. Tu vois, on n'a pas répondu, on n'a pas le temps pour toi, tes histoires, tes combines, etc. Mais l'affaire, c'est que dès que tu commences à agréger de la vue, etc., produire du concept, etc., avoir une toute petite audience médiatique,
tu as des gens qui vont essayer d'en profiter, qui vont essayer de venir te flatter, te payer le resto, etc. Mais Drouet en parle aussi. Ils sont complètement lucides là-dessus. Fly en parle aussi. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui arrivent, on est potes, on est amis, on va faire des photos ensemble. Et puis après, on va essayer de faire… Et c'est, je veux dire, c'est plus, on est plus victime, en fait. C'est pas des acteurs de crise. Les acteurs, les véritables acteurs de crise, c'est les gens autour qui gravitent et qui essayent de récupérer, de manipuler. Donc c'est ni Maxime Nicole, ni Éric Drouet. Parce qu'ils ont été très clairs sur leur dernier live par rapport à ça, par rapport à la récupération syndicale, la récupération politique, sectaire, etc., ou religieuse ou quoi que ce soit. Ils sont entourés de personnes qui essayent de les ramener dans leur giron en fait et d'utiliser leur image. Alors, c'est un avis. Ouais, c'est un avis. Moi, encore une fois, je veux pas passer du temps et de l'énergie à savoir qui fait quoi, qui ceci, qui cela. Tout ça, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. On le sait que de toute façon, il y a des gens qui jouent contre notre camp. C'est comme ça. On sait que dans l'équipe, il y a des gens qui vont marquer des buts contre nous. C'est un fait. C'est comme ça, c'est logique, ça se tient, c'est pas du complotisme, c'est juste de la stratégie. Et donc ces gens-là, on les chopera à la fin. Donc au lieu de passer… alors ceux qui ont envie de rassembler des preuves, etc., très bien, parce qu'on en aura effectivement peut-être besoin à un moment, mais c'est pas maintenant. C'est-à-dire que la chasse aux sorcières, c'est après. C'est pas maintenant. Donc ceux qui ont envie de faire ce travail-là, merci de le faire. En amont, voilà faire du dos. Mettez vos dossiers de côté, commencez, voilà. Qui a bossé pour Hanouna, qui a, etc. Voilà, gardez ça dans un coin, sur le côté. Par contre, à un moment donné, il faut revenir à des choses pragmatiques. Et l'union, malgré nos différences, on est riche de nos différences. Mais pas de… c'était quoi le mot là déjà? Pas de… division, pas de clash. Non, pas de structuration. Ça, voilà. Donc, les autres agents du système, hormis de tout ce qui avait été évoqué jusque-là, les autres agents, c'est les agents involontaires. Donc les agents qui pensent, qui ne sont pas de base des infiltrés, etc., qui ne sont pas entourés de réseaux d'influence, en tout cas visibles, mais ceux qui sont influencés de manière invisible, de manière indirecte, de manière subliminale. Et comment on les reconnaît, ceux-là? C'est tous les gens qui te parlent d'opinion publique. Non, faut pas faire ça parce que l'opinion publique. Non, faut pas dire ça parce que l'opinion publique. Non, ceci, cela parce que l'opinion publique. Les sondages. Toute personne qui s'empêche de réfléchir ou qui, dans des assemblées générales de gilets jaunes, coupe la parole, etc., ou n'apporte rien et que dès que quelqu'un propose quelque chose, dire oui, mais l'opinion publique, cette personne-là est malgré elle un agent du système. Parce que l'opinion publique, c'est quelque chose qu'on nous a mis en mode hypnose, qu'on nous a rabâché, qu'on nous rabâche tout le temps pendant des mois. Et donc quand tu entends quelqu'un qui te parle d'opinion publique, c'est Bruno Jeudi, Routel Krief et compagnie qui parlent dans sa bouche. C'est ces personnes-là qui sont dans son cerveau. Donc le gars, il a le logiciel BFM CNews. Voilà, malgré lui, il ne le sait pas, il pense bien faire, mais si tu penses opinion publique… Tu penses pas lutte. C'est pas ta pensée en fait. Parce que les esclaves, pour se libérer, ils ont rien à foutre de l'opinion publique. Eux, ils veulent casser les chaînes et passer dans le maquis, quoi. Voilà, exactement. Comment reconnaître les autres agents du système malgré eux? C'était quoi tout à l'heure? Je vous dis, il y avait donc opinion publique et… La structuration, tu parlais de structuration, merci. Ah, ils veulent à tout prix structurer le mouvement. Structuration du mouvement, mais arrêtons les gens de vouloir structurer le mouvement. Alors attention, il ne faut pas confondre. Donc il y a deux nuances. Il y a une nuance, Il y a deux nuances. Il y a une nuance à faire. Je reviens d'abord sur la nuance de l'opinion publique. Quand je dis s'en foutre de l'opinion publique, c'est s'en foutre des sondages. Donc BFM, c'est bon, t'éteins. Ça a été bien de regarder un peu pour voir comment on était traité à ce niveau-là, etc. Maintenant, on a vu, terminé. Donc l'opinion publique, quand je parle d'opinion publique, je parle de sondage. Par contre, c'est différent, donc ça on s'en fout, mais c'est différent d'aller se pourrir la vie des uns des autres pour qu'au final on finisse en une guerre civile, mais entre nous. C'est-à-dire que guerre civile, le peuple contre la police, etc. Ça, à un moment donné, s'il continue comme ça, le gouvernement, j'ai peur que ça arrive jusque-là et je ne le souhaite pas. En tout cas, pas les policiers de la base, ni les gendarmes de la base. Voilà, c'est un des scénarios de l'oligarchie. Mais c'est un des scénarios possibles, donc personne ne le souhaite, je pense, ni d'un côté ni de l'autre. Mais ce qui serait encore pire, c'est une guerre civile entre gens civils. Entre gilets jaunes, entre gilets jaunes et pas et la gilets population. Jaunes, etc., etc. Et même entre gilets jaunes. Et d'ailleurs, la chasse aux sorcières là, sur les agents du système, ça fait ça. Donc, problématique. Pour résumer, donc, pas de chasse aux sorcières. Pas de chasse aux sorcières.
pas d'opinion publique, mais et en même temps, attention, on ne se bloque pas les uns les autres. Faut pas faire comme ils ont fait à La Réunion, comme au début des Gilets jaunes. Explique-nous ça, explique-nous ça. Alors. Et pas faire comme en Guadeloupe et en Martinique en 2009. C'est-à-dire que si on bloque tout, donc les raffineries… Début, tout le monde est content. Tout le monde est content, on se dit on va gagner, on va gagner. L'État fait semblant d'envoyer l'armée. L'armée a peur, etc. Et puis au bout d'un moment, l'armée regarde. Les gens se mangent entre eux parce qu'à un moment donné, dans les Gilets jaunes, bah, tu as celui, son frigo il est vide. Et puis il a des gamins. Et puis il a des gamins. Voilà. Et les deux ont le frigo vide et il y en a un qui dit bah, ma stratégie c'est ok, le frigo il est vide, mais c'est pas grave. On tient. Et l'autre il fait ouais, mais on tiendra pas longtemps donc j'arrête maintenant. Et voilà, ces deux-là ils vont se battre entre eux. Et ça s'est passé à La Réunion. Ouais. Au début des mouvements des Gilets jaunes, c'était le département français où en termes de mobilisation, d'action, voilà, c'était eux, ils étaient au top. Guadeloupe, Martinique, vous les avez pas vus dans les Gilets jaunes. Guadeloupe, Martinique, Guyane, il n'y avait pas. Et pourquoi? Parce qu'en 2009, ils ont tout bloqué, ils ont pété un plomb, ils ont tout bloqué, etc. Et ils ont fini par se manger entre eux. Et encore aujourd'hui, en 2019, par l'heure de mobilisation, les gens soit ils partent, soit ils te cassent ta gueule. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé en Martinique en 2009? Mouvement indépendantiste, en fait, c'est parti pareil du gasoil. Ouais. Ils ont bloqué les stations essence, ils ont bloqué les ports, les raffineries, etc. Plus d'essence, les gens ne pouvaient plus aller travailler. Après, ils ont bloqué carrément les routes. Il y avait des barrages sur les routes. Mais, du hardcore. Voilà. 6 heures pour faire 2 km en voiture. D'accord. Tu vois, envoi de tanks, envoi d'hélicoptères, gendarmes, tout. Les mecs tiraient à balles réelles sur les gendarmes, sur les militaires. D'accord. Ça allait loin, coutelas, machette et tout. Au début, ils ont eu peur. Et après, ils ont regardé. Et les Antillais se sont mangés entre eux. Alors, pas manger, pas cannibalisme, hein, même si Caraïbes, ça vient de cannibale. Mais c'est pas le cas. Et voilà, c'est ça qui s'est passé. Aujourd'hui, ça y est, ils sont terminés. Alors, tous les petits patrons, ils se sont fait liquider. Tous les petits patrons locaux, faillite, licenciement de fou. Et donc aujourd'hui, bilan des courses, Réunion, peut-être un peu moins, mais Guadeloupe, surtout en Guadeloupe. Et les béquets, ils ont ramassé la… Et voilà, et donc le monopole des béquets a encore grandi. Voilà. Donc voilà, ça c'est à réfléchir ça les amis. Voilà, donc à faut réfléchir. faire gaffe, quand on se dit on va tout bloquer, moi je suis pas forcément contre, juste penser aux conséquences derrière. Et que ça, voilà. Donc opinion publique est différent, donc se foutre de l'opinion publique est différent de on fait tout et n'importe quoi, quitte à se tirer une balle dans le pied. J'aimerais apporter un élément alors, qui a à voir indirectement, ce que tu viens de dire, vraiment indirectement, mais qui est en lien avec le sujet, c'est le RIC. Ouais. Je suis obligé d'en parler parce que moi j'ai trouvé ça assez surprenant que l'idée du RIC, qui était effectivement pas connue de beaucoup de monde, arrive aussi rapidement au sein des Gilets jaunes. C'est une question que je me suis posée. Et, une divine surprise. Et ouais, mais en creusant bien, ce n'est que mon opinion personnelle, puisqu'on est dans le cadre d'un échange, d'un débat. Mon opinion personnelle, c'est que le RIC est un danger. Je vais m'expliquer. Je sais que je vais pouvoir peut-être choquer. Philippe, sort de ce corps. Le RIC est un danger dans le cadre de la 5e République. Ah oui. Je précise. Et dans le cadre du contrôle des médias de la République tout court. Par les oligarques. Voilà. Parce que le RIC, en fait, si vous voulez, avant les Gilets jaunes, on sentait bien que la République était déjà menacée. La République, ça fait un moment qu'elle est menacée. Menacée et menaçante, de toute façon les deux. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle est en stade d'effondrement. Elle sait que ça ne prend plus au sein des gens. Ça ne prenait plus au sein des gens. Ça prenait plus. Et là, avec les Gilets jaunes, ça s'est accentué. Donc moi, mon opinion, c'est que le RIC, et là je rejoins Youssouf Indy dans ses analyses, notamment dans son dernier bouquin, le RIC, en fait, finalement, il était préparé déjà par les médias de masse. Parce que quand on regarde bien, après la première conférence de Maxime Nicole avec Étienne Chouard, c'est là que les médias ont commencé vraiment à en parler massivement. Et il fait justement état de la presse écrite comme Le Parisien, Le Nouvel Obs, Canard Enchaîné, etc. Le RIC, j'ai l'impression qu'il a bénéficié en fait du support médiatique oligarchique pour arriver très rapidement au sein des Gilets jaunes. Parce que le RIC, finalement, s'il acceptait, ça permettrait d'éteindre la colère, une partie de la colère. Pas en toute matière le RIC, ouais, alors un RIC bâtard. Voilà, mais un RIC bâtard, parce que c'est ce qui va arriver. Vous verrez bien, ça c'est mon opinion personnelle, une sorte de prophétie personnelle. Ils vont nous donner un RIC bâtard, mais que tout le monde va accepter, parce que tout le monde sera épuisé de la situation. Ah c'est bon, ça va nous permettre de remplir le frigo, on va pouvoir légiférer nous-mêmes à partir de notre volonté de la population sur tel ou tel sujet, notamment sur l'Union européenne et le Frexit, etc. C'est là où je vois venir les partis politiques. Ouais. Et donc du coup, le RIC va se transformer non seulement en piège, mais en bombe à retardement pour le peuple. C'est en fait du pain et des jeux, mais version politique. Ouais. C'est mon opinion. Je peux me tromper. Donc le RIC, par contre,
s'il est appliqué au-delà du cadre républicain, c'est-à-dire qu'on abolit la République et il y a une démocratie première, une vraie, qui est mise en place, là, le RIC, c'est le meilleur outil qui soit, bien sûr. Mais sous l'outil de la 5ème République, on est mort dans le film. Je vais abonder dans ton sens. Le RIC tout seul, effectivement, c'est une grosse arnaque. Alors moi, par contre, la méfiance sur comment il est arrivé à se propager partout, moi j'ai une autre vision du truc. Je pense qu'on a obligé les médias à en parler. Parce qu'à un moment donné, s'ils voulaient rester crédibles pour continuer de défendre leur système, il faut que de temps en temps, ils donnent l'impression d'être honnêtes. En technique de manipulation, ça s'appelle la suggestion d'honnêteté. D'accord ? Ils sont obligés de lâcher du lest un petit peu. C'est obligé. Par exemple, si je veux que les gens me trouvent honnête, je vais lâcher un petit dossier sur moi, un truc qui montre que je suis pas tout blanc, tu vois. Trop tard. Trop tard. Par exemple, je peux dire, t'es beau. T'es beau. voilà, ouais, moi je suis issu de quartier populaire et ouais, je me suis déjà bagarré. Et oui, effectivement, j'ai un casier judiciaire pour violence parce qu'on m'a agressé, je me suis défendu, je les ai fumés. Voilà. Et après, j'enchaîne. Et du coup, on se dit, oh putain, le mec, il a lâché un truc comme ça. Il est tellement honnête que du coup, tout le monde me trouve honnête. C'est une stratégie. C'est une grosse technique de manipulation. Et là, t'en places une. C'est la suggestion d'honnêteté. C'est comme ça que Sarkozy il a gagné contre Ségolène Royal. Vas-y, explique. France 2 avait fait un reportage sur lui, mais un truc sale. En gros, tu voyais comment le gars c'était un gros mafieux, etc. Mais pendant 1 heure et quelques de reportage, un truc, ils ont montré les pires facettes de Sarkozy. Et clou du spectacle, cerise sur le gâteau, quand le reportage est fini, t'as une espèce de générique. Et là, tu vois Sarko, genre limite hamac avec un cocktail aux Bahamas, tu vois, pour bien te montrer. Voilà, mais il a gagné. Quand tu vois ça, tu te dis, France 2 va fermer. Les mecs qui ont fait ce reportage-là, on va les retrouver suicidés, mort subite du nourrisson, fugue. Ben non, il a gagné. Suggestion d'honnêteté, par exemple. Et c'est ce qu'ils font les médias en ce moment, quand ils font semblant de retourner leur veste. Quand ils ont parlé de la salpêtrière. Ils sont obligés, quand tout le monde en parle et que c'est trop visible, ils peuvent plus. Et donc, du coup, ils se disent, tant mieux, nous, ça nous permettra de donner l'impression qu'on est honnête. Et jamais parler de la création monétaire, de la dette illégitime, de la Constitution, etc. Et donc, du coup, les gens qui commençaient à se dire, je vais peut-être aller faire un tour sur RT France, je vais peut-être aller faire un tour sur Thinkerview, sur le média, sur des médias indépendants, ils disent, non, regarde, finalement, ils sont impartiaux, ils parlent de tout, regarde, ils ont dénoncé Castaner à la salpêtrière, mais ils n'ont pas eu le choix. Non seulement ils n'ont pas eu le choix parce que c'est sorti partout, donc les mecs ils peuvent pas être en dernier, et en plus ça leur permet de mettre en place cette suggestion d'honnêteté qui est une grosse technique de manipulation. J'y vois une autre. Et donc le RIC, comment il est arrivé en force? Alors déjà il y a plein de gens sur le gilet jaune qui le mettaient. Et ensuite, je crois que là voilà. Et ensuite, moi je sais que je l'ai fait et on est plein à l'avoir fait. Chaque fois, comme moi j'ai vu que Nicole, par exemple, quand il faisait un live au début du mois, il faisait 10-15 000 personnes en simultané. En simultané sur live, c'est pas il faisait 15 000 vues. C'est pendant qu'il faisait son live, il y avait 15 000 personnes derrière l'écran. Moi j'avoue, j'ai fait le troll. Rick, je balançais des liens, des vidéos d'Étienne Chouard. Et je trollais, et on était plein à avoir trollé comme ça. Et à un moment donné, dans une de ces vidéos, c'est sorti. Après, il y a eu plein de youtubeurs très connus déjà. Je pense à Demos Kratos et à d'autres mecs comme ça qui ont mis des choses en place. Donc c'est une autre, je dis pas que j'ai raison, hein, mais c'est une autre vision, une autre théorie sur comment le RIC est arrivé. Et je pense que l'avenir nous dira si c'est plutôt Wilson qui a raison ou plutôt moi. Ou alors, voilà. mais là, ça serait plutôt pousser le RIC en toute matière. Par contre, le RIC en toute matière tout seul, c'est de la merde. Il faut le contrôle des médias par le peuple. Donc, pour avoir une vraie démocratie, alors déjà, on est 70 millions, donc on est obligé d'avoir des représentants. Donc il faut du tirage au sort. Il faut du RIC en toute matière, y compris donc révocatoire, pour pouvoir virer un mec qui a été tiré au sort. Alors il faut des mandats impératifs alors. Si révocatoire, c'est mandat impératif. Il faut une constitution écrite par le peuple, 3, et il faut une séparation des 5 pouvoirs. Il n'y en a pas que 3, il y en a 5, donc les 3 qu'on connaît, législatif, exécutif et judiciaire. Le pouvoir de la création monétaire ou le pouvoir financier, tu l'appelles comme le pouvoir de la monnaie, de l'argent, tu appelles ça comme tu veux. D'accord ? Et le plus puissant de tous les pouvoirs, le pouvoir qui véhicule l'information. La presse, la radio, la télé, les instituts de sondage, les amis, les instituts de sondage. Ils appartiennent à qui les instituts de sondage ? Voilà. Ils sont 10. Beaucoup pensent que le premier pouvoir c'est la création monétaire. Non, tu peux pas créer d'argent si tu n'as pas d'information.
si tu ne sais pas où est la richesse, si tu ne sais pas où l'exploiter, si tu ne sais pas comment bidouiller. Donc tout ça, c'est de l'information. Et ce pouvoir-là, il faut qu'on réussisse à le rendre indépendant et complètement cloisonné par rapport aux autres. Sous contrôle citoyen. Voilà. Et donc si on n'a pas tous ces piliers-là, en même temps, ça ne sert à rien tout ça qu'on fait. Donc il faut aller, nouvelle constitution écrite par le peuple, séparation des 5 pouvoirs, ça c'est déjà la base. Ensuite, il nous faut du tirage au sort. Alors juste pour revenir pour la séparation des 5 pouvoirs, en toute matière. C'est par exemple les procureurs, ils pourraient être élus ou en tout cas pas ou tirés au sort, mais en tout cas pas désignés par le politique. Par personne. Parce que vous imaginez bien qu'actuellement, on a une justice aux ordres. Ouais. Et après, on le voit. Le problème, en fait, un des gros problèmes qu'on a globalement dans la société, pas que les gilets jaunes, c'est qu'on essaye de réfléchir l'avenir en s'inspirant du modèle dans lequel on est et qui ne nous plaît pas. Par exemple, quand j'entends parler de justice, les gens s'imaginent qu'on aura forcément besoin d'avocats. Mais pourquoi on a besoin d'avocats? Parce que les textes de loi sont écrits d'une manière qui empêchait à l'époque les gens qui n'étaient pas lettrés de se défendre. Mais à l'époque, les avocats étaient là pour défendre les gens qui n'étaient pas lettrés, qui étaient illettrés. Aujourd'hui, on est tous lettrés. Comment ça se fait qu'on a encore besoin d'avocats? Parce que c'est écrit d'une manière qui te force à prendre un avocat. Et donc, la personne qui a des thunes, elle va se prendre des bons avocats qui ont des raisons. Un bon baveux, voilà. Là-dedans, non, il n'est pas forcément malhonnête. Non, un baveux. Ce qu'on appelle un avocat, c'est un mec qui bave. Il est là pour ressortir et interpréter les textes. S'en sert. Et toi, tu es au crachoir. Voilà. Et donc la personne qui a de l'argent, elle est forcément favorisée par rapport à celle qui n'en a pas. Si tu gardes ce modèle-là pour penser l'avenir, c'est pas possible. Il faut que tu changes de logiciel de pensée. Est-ce qu'on peut pas faire un système où la loi elle est écrite de manière à ce que tout le monde la comprenne et que donc tout le monde puisse se défendre? Maintenant, le gars qui veut prendre un avocat parce qu'il n'a pas le temps d'aller étudier les textes de loi, tant mieux pour lui. Mais du coup, ça ne devient plus une obligation, on a de la liberté. Tu vois la différence? Et voilà, donc je dis pas que je veux un monde sans avocats. Bien sûr qu'on aura toujours besoin d'avocats parce que même si tu arrives à comprendre les lois et même s'ils ne sont pas interprétables de manière plus ou moins malhonnête, ça ce serait bien. Mais ça prend tellement de temps quand même d'aller vérifier les lois, etc. qu'on aura toujours besoin d'avocats. Je dis juste qu'il ne faut pas les rendre totalement indispensables. Il ne faut pas qu'on se rende dépendant des avocats, par exemple, quand on parle de pouvoir législatif. Tu vois? Et par rapport aux tribunaux populaires, qu'est-ce que tu en penses, toi? Comme tu es un activiste. Tribunaux populaires, oui et non, c'est toujours pareil. Si l'information, elle n'arrive pas d'une source épurée, ça ne sert à rien. Là, on revient à la Révolution française avec des barques à fond ouvert sur la Loire. Regarde, par exemple, et ça se passe en un quart d'heure. Par exemple, si on regarde le système médiatique actuel, donc le système qui transmet l'information, d'accord, ils vont influencer le tribunal populaire. Donc on va encore se retrouver avec des riches qui s'en sortent bien et des pauvres qui clament. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne change rien. Si l'information elle est dirigée par des puissants, ils vont défendre leur camp forcément. Et donc ils vont influencer d'une manière ou d'une autre le tribunal populaire. Et c'est pareil pour le RIC. S'il n'y a pas ce pouvoir de l'information qui est clairement indépendant, etc. Voilà, indépendant, ça ne veut pas dire les puissants n'ont plus le droit de parler. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de parler, mais de manière équitable avec les autres. Tu vois ce que je veux dire? Équitable ou égalitaire, ce que tu veux. Mais sans ça, ça ne marche pas. Et donc tout ce qui est d'ordre de populaire où c'est le peuple qui dirige, moi je comprends qu'il y ait des gens qui aient peur que ce soit le peuple qui dirige. Parce que si c'est un peuple manipulé et mal instruit, inculte, non, faut pas qu'il dirige. Non, ça fait peur, ouais. Et quand j'entends certaines personnes parler dans les Gilets jaunes, je me dis effectivement on n'est pas prêt. Mais là, on touche aussi à la révolution/évolution intérieure, personnelle. C'est ça. Ce qu'on a tous vécu depuis 6 mois, où on apprend énormément, on s'ouvre aux autres, on réfléchit différemment, etc. Le premier ennemi, donc il vient de l'intérieur, c'est nous. Tant qu'on ne sera pas suffisamment nombreux à être suffisamment instruits sur pas mal de sujets, ça va être compliqué. Tant qu'on est esclave là-dedans, c'est mort. C'est très très compliqué. Et c'est un chemin, c'est long, c'est du moyen, c'est du long terme, mais avec le mouvement des Gilets jaunes, si on a bien gagné quelque chose, c'est ça. C'est qu'il y a eu une distribution de pilules rouges. Et voilà, là les graines elles sont plantées, ça pousse. Maintenant il faut qu'on continue, il faut que nous on arrive à mettre de l'engrais là-dessus, de l'engrais bio, purin d'ortie, ce que tu veux, mais il faut que ça pousse plus vite. Et il faut qu'on soit prêt avant qu'on ait installé le RIC et tout ça.
Et donc c'est ce qu'on fait à travers ces vidéos-là, qu'on fait tous, les Gilets jaunes constituants et d'autres. C'est justement mettre de l'engrais là sur les graines qui sont plantées. Mais je rejoins Wilson, le RIC c'est un vrai danger à l'heure actuelle. Si demain il y a un RIC en toute matière, on est mort. On est mort. On est reparti pour 10 ans de bagne. Voilà. Pourtant, et je suis pas en train de dire ouais les gens sont bêtes. Hein. Intelligence et culture, deux choses différentes. Moi je suis allé voir la conférence de Juan Branco à la fac d'Orsay là, très cultivé. Par contre en termes de stratégie, là je rejoins ce que tu disais, qui fait partie des gens qui influencent aussi plus ou moins Maxime Nicole. Moi je trouve que stratégique, c'est pas un mec que je suivrais en termes de stratégie par exemple. Après on peut... Le bien commun, tu l'as pas vu Non, je lui prête aucune attention. Moi j'ai même envie de dire que le gars il dit qu'il est honnête, bah pourquoi je le croirais pas. Par contre stratégiquement c'est pas un bon stratège. Il est très cultivé, mais c'est pas un bon stratège. Voilà, selon moi. Sur quel point? Comment tu peux développer un petit peu ça? Bah il n'y a qu'à voir ce qu'il propose, ça marche pas. C'est tout. Donc si c'est un bon stratège, ça marcherait. C'est aussi simple que ça. Maxime Nicole, Éric Drouet, etc. Ils proposent des stratégies. Il y en a qui ont fonctionné, il y en a qui n'ont pas fonctionné. Alors justement, quelles sont les stratégies qui ont fonctionné? Quelles sont les stratégies qui n'ont pas fonctionné? Et ça pourrait nous amener à la deuxième partie de cette interview où on parle justement nouvelles stratégies, nouvelles tactiques sur le terrain. Bah, par exemple, les stratégies des manifestations déclarées. Non, attends, ça c'est penser trop vite. Faut qu'on arrête d'avoir de la pensée facile, les gens, la pensée fast-food, faut arrêter. La stratégie, c'est quoi? C'est penser aussi sur le long terme, c'est se mettre à la place de l'ennemi, c'est tout plein de choses, d'accord? Quand tu dis, les mecs se sont dit, vas-y, on va faire de la manifestation déclarée. La stratégie, c'était pas de répondre machin. La stratégie, c'était de montrer à la terre entière que même quand on fait de la manifestation déclarée, propre, etc., ça marche pas et on est encore plus réprimé, voilà. Et donc, la stratégie, c'était de définitivement faire taire tous les gens qui, opinion publique, faut faire de la manifestation en randonnion. Enfin, moi, c'est ma lecture. Il y a un coup là quand même, hein, au niveau de toutes les vies oui, brisées. Ouais, c'est comme ça. Maintenant, c'est pas eux qui ont mis les flics dehors, d'accord? Donc ça, on le savait. Tout le monde connaît les risques. Donc pour moi, à chaque fois que je suis allé dans une manifestation déclarée, d'ailleurs la première que j'ai fait, c'était une avec Sylvain Baron, celle où on s'est retrouvé à je sais pas combien là devant les médias, on s'est fait nasser, etc. Vous nous faisiez des doigts d'honneur dans France 2 voilà, là. Ouais. Et moi pourquoi j'y suis allé? Je suis pas un débile, je suis pas un mouton, marcher en rang dans un truc encadré, c'est pas mon délire. Mais pourquoi j'y suis allé? Parce que stratégiquement, c'était pour montrer avec ma caméra, regardez les copains, regardez les résistants, même quand on fait un truc dans les clous, on se fait nasser, on se fait tabasser, etc. On avait le préfet au téléphone pour dire qu'il nous la faisait à l'envers. Et ben voilà, maintenant on l'a montré. On l'a montré avec le 1er mai, parce que les syndicats étaient sur les plateaux télé en train de nous cracher à la gueule. Non mais les gilets jaunes, faut qu'ils nous demandent à nous. Nous on va les coacher, on va leur dire comment on fait un... Nous on va juste les faire tourner en rond, tu vois, nickel. Non, sur les plateaux télé c'est ça. Non mais nous on a de l'expérience, on sait comment faire pour pas que ça parte en couille, etc. Donc en gros c'est notre faute si ça part en couille, parce que c'est pas déclaré. 1er mai, les mecs de la CGT, service d'ordre, les gorilles là, ils étaient cachés derrière les camions en train de pleurer. Pleurer, mais pourquoi nous? Mais pourquoi ça? Mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Au secours, maman! Voilà, pourquoi moi je l'ai fait le 1er mai? Pour montrer ça aussi. Et donc, la stratégie, c'est pas forcément ce qui se voit en surface, les gens. Il faut penser un peu plus loin. D'accord? Maintenant, moi je sais que quand j'allais dans les trucs déclarés, c'était pour montrer que ça marche pas. Et du coup, maintenant, quand je dis il faut arrêter de faire du déclaré, j'ai fait les deux. Je peux dire pourquoi, comment. Mais dire faut pas faire ça, pourquoi? Parce que c'est rentrer dans le système. C'est pas un argument ça. C'est pas un argument. C'est faire le jeu du système. Vas-y, développe. Mais complotisme, t'es un agent du système. Non mais développe cousin, donne-moi un argument. Des faits, rien. Oui mais c'est parce que c'est Maxime Nicole qui l'a dit. Oui et donc? Bah non mais c'est Rodriguez, je l'ai vu, il a fait un selfie dans sa piscine, donc c'est un mec blindé, c'est un agent du système. Ouais et? Rien de concret. Walou, que dalle. Donc voilà. Donc maintenant effectivement, je pense aussi et pareil hein, toujours pour éviter la pensée fast-food là. Les gens disent ouais mais pourquoi les mecs ils disent pas venez on va niquer l'Elysée, venez on fait ci, on fait ça. Mais fais-le toi.
Fais-le toi, sors les Non, parce que les gens derrière leur téléphone, ils ont des couilles. Hein. Ah, mais regarde le 1er décembre, il n'y avait pas beaucoup de monde. Hein. Ah, ça pousse les couilles derrière devant l'Elysée, je peux dire qu'il n'y avait pas beaucoup de monde parce que ça se faisait gazer et il y avait des grenades de désencerclement. Et on restait pas longtemps. C'était chaud, hein. Mais il y a qui l'a fait sur un plateau télé? Alors peut-être qu'il l'a fait exprès pour que derrière il y ait plus de répression, pour que ça justifie que Macron passe à un état policier. Peut-être que c'était fait exprès pour ça. N'empêche ils ont souillé leur slip, les mecs. Au point que le MEDEF, et ça c'est sourcé, j'ai plus le nom, etc. Mais qui sait, il y a plein de journalistes très sérieux qui en ont parlé, notamment un mec là, qui a été interviewé récemment par le nouveau patron du média là, qui a écrit deux bouquins sur Macron. Denis Robert. Ouais, il y a une interview de Denis Robert du mec qui a écrit ce bouquin là. Le MEDEF a appelé Macron, il a dit augmente le SMIC. C'est pas prime d'activité, hein. Ils ont dit augmente le SMIC. Lâche. Augmente le SMIC. Là, demain, il y a nos têtes sur des... Il n'y a pas que des stratégies au sein même des Gilets jaunes, il y a des stratégies même en dehors. Mais oui. Il y a des mouvements dissidents, des mouvements résistants, il y a des associations aussi, hein. Il y a de tout, même dans la société civile, qui fait que je vais parler d'une stratégie, par exemple, qui, je ne suis pas forcément d'accord sur tout, mais par exemple, Éric Fiorilde, ça a le mérite d'exister ce qu'il a fait. Il propose un CNT, Conseil national de transition, parce qu'il faut penser à venir. Hein. Ouais. Si nous, on veut réécrire la Constitution, il y a un moment donné, il faudra un gouvernement de transition, avec des moyens. Parce que ce gouvernement de transition, il faudra qu'il fasse fonctionner le pays le temps que la République soit abolie. C'est une opinion personnelle qu'il faut abolir la République. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Moi, je pense qu'il faut abolir la République, et en tout cas, chez les constituants, on y pense de plus en plus. Abolir la République, ça permettrait justement de tout mettre à plat, et de là, pour le coup, mettre justement un système, prévoir une constitution qui sera écrite par les citoyens, par les mairies au niveau des municipalités. Si par exemple ce CNT, là par exemple Éric Fiorilde propose le 5 juillet de prendre l'Elysée, de faire arrêter Macron. Bon, c'est Éric Fiorilde qui dit ça, voilà, c'est pas Wilson, hein. Ni moi. Voilà, et qui propose justement de faire ça, un CNT, qui permettrait une transition. Il y a l'idée aussi de notre ami Yves Chouard. La constitution du Phénix français. C'est pas le frère d'Étienne. C'est suspensif, c'est pas le frère d'Étienne. Après, il y a des stratégies que les uns et les autres nous ont insufflées. Même le Venezuela, si tu regardes, la démocratie directe, le Venezuela sur le chemin de la démocratie directe, c'est très lent et c'est étape par étape. Et ça passe par les communas, par les communes, par l'échelon le plus bas, en fait, de l'administration. Nous, on a les municipales en 2020, les amis. Réfléchissez à ça. Non, mais bon, après, voilà, ça, bon, personnellement, enfin. Si on parle stratégie, il ne faut pas s'étonner que les têtes d'affiche ne balancent pas dans leur live des bonnes stratégies. Parce que déjà d'une, soit ils auraient encore plus de procès, ou alors on va leur crever les yeux, enfin bref, c'est chasse aux sorcières. Ah, c'est notre ami Rodriguez. Voilà, ça c'est la première des choses. Ou bien leur entourage ne leur permettrait pas d'arriver à... Là c'est Juan Branco. Hein, ou alors... C'est une opinion. Ouais, il y a aussi ça. Une hypothèse. Mais pas taper la création monétaire, surtout. Déjà d'une, c'est des problèmes pour eux. Premièrement, donc ça s'entend comme... En force de réseau, pas en compétition, en force de réseau. Rien à voir avec Satan, tout ça, c'est juste en force de réseau. Ça s'entend comme ça. Qui va avoir la folie ou les couilles d'aller dire venez, on va tous sur l'Elysée? Qui va le faire? Moi je le ferai pas. Il y a déjà eu des tentatives. Hein. Voilà. Je reviens sur le CNTF, enfin, je ne suis pas là pour faire leur promo, mais c'est des initiatives qui ont existé dans le passé, qui en 2015, le 14 juillet 2015, ont essayé de prendre l'Elysée avec un mandat d'arrêt international, mandaté de manière symbolique, à travers un courrier qui a été reçu à l'ONU, et l'ONU a reconnu le CNT français comme un organisme valable. Ouais. Ça existe vraiment. L'Elysée démosophie. Voilà, ils ont tenté. Bon, évidemment, à 300, tu ne vas pas prendre l'Elysée. Maintenant, il y a d'autres initiatives comme ça qui se préparent, tu vois ce que je veux dire. Sylvain Baron aussi a théorisé ce que pourrait être une révolution, avec notamment l'apparition des tribunaux populaires inscrits dans notre Constitution, pour juger Macron, pour juger tous les responsables de l'État. Révolution/évolution, c'est-à-dire révolution extérieure, on veut bien, mais ça c'est l'écume des choses, mais surtout prise de conscience personnelle, évolution personnelle, on monte de niveau et on n'est pas dans le prêt-à-penser. C'est ça. La Commune de Paris. Ah oui. On peut aller voir aussi des idées dans la Commune de Paris. Vidéos, Nota Bene. Nota Bene, c'est une chaîne sur l'histoire qui est super. Les vidéos sont courtes, ça passe super bien. Hein, et on a fait il y a 10 jours un live avec l'association qui gère la mémoire de la Commune de Paris 1871 à la butte aux Cailles. Où effectivement on nous a expliqué
on nous a expliqué comment en 72 jours, la Commune de Paris, avec des mandats impératifs, a réussi à gérer la vie de plus d'1 million de personnes. Plus d'1 million de personnes à l'époque, avec des communes qui se montaient à Paris, à Maubeuge, à Lyon, à Marseille, à Narbonne, etc. Et ils communiquaient par ballon, par pigeon voyageur, par tonneau le long de la Seine, etc. Et ils étaient avec les Prussiens d'un côté, avec l'armée versaillaise et Thiers de l'autre côté, dans une pression constante et dans la famine. Et 1 million de personnes gérées sous la Commune de Paris, avec des mandats impératifs. C'est-à-dire que le gars était représentant, donc mandaté, et s'il couillait, il était viré sur le champ. C'est pas la compagne de Martinez que la CGT hospitalier, la base, a mis 2 ans à virer parce qu'elle avait voté contre la base pour son mari à la ville qui était Martinez. Vous voyez le niveau de différence, de radicalité là. Là, tu es dans un contexte des expectatives là, pour le long terme. Maintenant, à court terme. À court terme, les stratégies, donc voilà, c'est pas parce que les gens sur leur live, les réseaux sociaux, donc ceux qui sont appelés les têtes d'affiche, c'est pas parce qu'ils balancent pas les stratégies sur les réseaux sociaux que c'est forcément des agents du système. Ça en est peut-être pas, on s'en fout à la limite. Mais pour l'instant, on s'en branle. Si tu restes logique, tu ne peux pas la balancer sur les réseaux. Soit parce que ça te coûterait de la prison, soit tout simplement c'est que ça tuerait la stratégie. Si tu vois deux pays en guerre l'un contre l'autre ou 2 clans, chacun fait sa stratégie cachée en faisant en petit comité pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite. Parce que s'il y a fuite, l'autre en face, il a capté ta stratégie, c'est mort. Parce que justement, les européennes, ça ne nous a pas donné une indication des stratégies autour de ces leaders d'affiches, en tout cas de ceux qui les environnent. Développez les gars. Il y en a qui ont appelé à voter pour que stratégiquement on fasse chuter le score de Macron. Moi, c'était la stratégie que j'ai testée. Ça n'a pas marché, donc je ne testerai plus. Il y a eu 50% d'abstention quand même. Il y en a qui ont dit pas voter, l'abstention. Bon, ils se sentent quand même légitimes. 50% d'abstention, sans compter les 10% là, qui se sont fait radier. Ils gardent le cap. Donc, ils gardent le cap. Donc en gros, on voit que la stratégie diplomatique, on va dire, la stratégie où on joue avec leurs règles du jeu en essayant de retourner le jeu contre eux, ça marche pas. Donc stratégiquement, faut changer. Voilà. Je suis encore assez surpris, moi, qu'au sein des leaders d'affiches et de leur sphère d'influence, certains appellent encore à voter. Juan Branco, il a plus à pas voter, par exemple. Oui, mais c'est très bien, même si moi j'ai une autre opinion de Juan Branco. Oui, mais en l'occurrence, il a plus à ne pas voter. En soi, c'est très bien. C'était des gens qui votaient de débiles. Assez surprenant. Moi, je pense que vraiment l'ensemble des Gilets jaunes devrait cesser immédiatement toute forme de vote. C'est une opinion personnelle, une hypothèse. Parce que dans le cas contraire, ça va légitimer le système qu'on est censé... Je vais en venir après, c'est différent. Ah, ok. Municipal, c'est différent, même si... On fera une vidéo sur ça. Ouais, un débat, ça va être long. Ouais. Mais non, voilà, c'est que on peut pas appeler à voter pour des gens à faire barrage à d'autres qu'on prétend combattre. On peut pas appeler à voter pour un système, parce que c'est pas que des gens, c'est un système en fait. Tu vas légitimer un système qui va être encore mis en place pour des années. Tout le monde a compris maintenant que le problème numéro 1, c'est quand même la République. Et ce qu'elle représente, son essence. Et l'essence de la République, c'est quoi? C'est ces institutions qui ont tout fait, en fait, pour amener notre pays dans cette dérive. Et on se souvient de ton live rue Cadet où tu parlais avec des francs-maçons. Il y en avait un qui comprenait pas trop grand-chose, il avait un costume un peu dégueulasse. Il était 3e niveau, il nous disait. Mais il y en avait un qui est passé plus tard et qui a dit « La République, c'est nous, c'est la franc-maçonnerie ». Et lui, apparemment, il n'était pas de 3e niveau. Lui, il était 17 ou 20e. Il ne s'en cache pas. Depuis 1789, au Grand Orient, ils sont fiers d'afficher les Mirabeau, les Lafayette, tu vois ce que je veux dire, les fondateurs de la République. La Bessieyès, parce qu'il y avait aussi des ecclésiastiques au sein de la franc-maçonnerie. Et ça, ils n'en ont pas honte de leur histoire. Eux-mêmes, aujourd'hui, de manière moderne, ils s'affichent ouvertement, accueillir des politiciens très connus, Jean-Luc Mélenchon qui est dans les couloirs du Grand Orient. Alors pourquoi la franc-maçonnerie justement? Pourquoi on parlait de ça dans notre stratégie, de dénoncer la franc-maçonnerie? Pas dans une idée complotiste des choses, mais dans une idée de faits tels qu'ils sont. Et tels qu'ils sont, les francs-maçons sont les fondateurs de cette République et les continuateurs de cette République. C'est en force de réseau qu'on dénonce en fait. C'est pas pour y trouver des sacrifices d'enfants dans une cave. Je caricature, mais même s'il y a peut-être des choses vraies.
Mais en tout cas, dans la franc-maçonnerie moderne telle qu'elle est, pas la petite loge de province, mais la franc-maçonnerie bien parisienne, grande loge qui façonne les hommes politiques d'aujourd'hui et les hommes d'affaires. Et la frappart, quand tu dis. Et la frappart, voilà. parce que voilà, ça relie aux hommes politiques aussi. La fraternelle parlementaire. Donc, ça prouve bien que quelque part, c'est là-dedans qu'ils puisent leur idéologie de démocratie représentative, tu vois, de force de réseau, de force de lobby, et donc forcément d'État mondial. Parce que Karl van der Hecken, par exemple, dans son livre qu'on a reçu la dernière fois dans notre interview, qui est un ancien franc-maçon du 14e degré. 17. La Grande Loge, lui, hein, c'était pas le Grand Orient, mais la Grande Loge. Il nous disait que le but de la franc-maçonnerie, et c'est écrit noir sur blanc chez beaucoup d'écrits francs-maçons, hein, même Vincent Payon en parle, Vincent Payon, ancien ministre, hein, ils te disent que le but final de la franc-maçonnerie moderne, c'est créer un État mondial. La République universelle, Voilà, ils appellent ça. Universelle, donc in fine, un nouvel ordre mondial. Donc c'est ce qu'on combat au quotidien. Alors le gilet jaune, je sauve mon frigo, il va peut-être pas penser au nouvel ordre mondial, mais l'ensemble, je pense qu'une grosse partie des gilets jaunes qui ont compris à qui on a affaire et quelle est la nature de cette oligarchie, a compris que son but c'était la ramification mondiale, d'où l'Union européenne, d'où le bloc eurasiatique, d'où le bloc nord-américain. Et c'est la même chose pour nous ici. Voilà pourquoi on dénonçait la franc-maçonnerie. On n'était pas dans le frivole, on était dans le sérieux. Pour en revenir aux stratégies, il n'y aura plus de stratégie sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas la chercher là. Et il y a des gens qui commencent à chercher des idées. Alors une idée qu'on peut balancer sur les réseaux sociaux, parce que même si l'ennemi en face il le sait, ça ne changera pas grand chose. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent aller manifester mais qui ont peur. Et c'est normal d'avoir peur, c'est dangereux. D'accord ? Juste, il faut du courage. Et donc, manifester en voiture. C'est-à-dire que si vous voulez monter dans les grandes villes, dans ta voiture, tu as le droit de rouler dans la rue avec ta voiture. Vous êtes à 4, vous ouvrez les fenêtres de derrière et vous hurlez, vous chantez les chants. On l'a fait. Hein. Ouais. On l'a fait. Attention, parce qu'il y a le tapage diurne qui existe. Donc, moi, je suis pas en train d'appeler à faire un blocage comme le 17. Non, je suis pas en train d'appeler à bloquer ou c'est quoi, ni à faire du tapage diurne, juste. Si vous voulez pas prendre, si vous êtes, vous avez rien à vous reprocher et que vous voulez pas vous faire matraquer, flashballer, gazer, etc., alors vous voulez juste marcher tranquillement dans une manifestation déclarée ou pas, tu te mets dans ta voiture. Ta voiture, elle te protège bien d'un choc contre une moto, donc un flashball, ça va l'arrêter sans problème. Une matraque, etc. Voilà. Après, tu as envie de gueuler par ta fenêtre ou quoi, il y a une loi qui s'appelle le tapage diurne, donc après, tu l'enfreins, tu l'enfreins pas, ça te regarde. On va penser aussi à revenir à l'ADN du gilet jaune, c'est-à-dire vraiment les ronds-points, les blocages utiles, pas inutiles, utiles et qui ne mettent pas les compatriotes les uns contre les autres, mais avec nous. Et des actions plus symboliques comme le péage par exemple. Je finis sur les voitures. Donc la voiture, c'est une bonne idée. En plus, toi quand tu es tout seul dans la rue, tu prends 1 mètre carré, ta voiture elle prend déjà 6 mètres carrés. Donc tu la vois customiser la voiture avec drapeaux qui sortent. Ça, chacun se fait son kiff avec sa voiture. Mais l'idée c'est que déjà les flics ne pourront rien contre toi. À aucun niveau, ni physiquement, ni en termes de répression législative, ni en termes de judiciaire. Parce que tu es dans ta voiture, on ne peut pas t'accuser d'avoir cassé, d'avoir renvoyé un palais ou je sais pas quoi. T'étais dans ta voiture au calme. Et tu peux tomber en panne. Ça nous est arrivé aussi de tomber en panne sur des grands boulevards à de grosses intersections. T'es vachement emmerdé, t'es en panne. C'est pas moi qui parle. Non, mais ça nous est arrivé de tomber en panne. Ça s'appelle un ennui mécanique. Voilà. Tu mais les feux, donc, tu sors le gilet jaune, t'es en panne et tu vas voir ce qui se passe. Sans forcément parler de blocage ou quoi, juste venez manifester dans vos voitures. Et faut pas se mettre à 5 dans la même bagnole. Hein. Chaque personne qui a une bagnole prend sa bagnole. Et on roule à 30 km/h pour pas polluer. C'est légal de rouler à 30 km/h. Sur la voie de droite, je crois, sur l'autoroute, vous me contredisez si je dis une connerie. Si le code de la route n'a pas changé, voie de droite, tu as le droit de rouler à 30. Hein. Tu n'as pas le droit de descendre en dessous. Voilà. Ouais. C'est quand même dangereux. Mais je sais pas si tu roules sur l'autoroute ou voie de droite, même à 60. Ah oui, sur l'autoroute. De toute façon, même tu roules. Bon, les gars, c'est bien, on est sur l'écume des choses, là. C'est chouette, mais voilà. Tu as le droit. Alors, on parlait rond-point, mais. C'est une des premières stratégies, déjà. Ça, on peut la dire à tout le monde. Parce que si on se pointe à 10 000 à Paris, à Bordeaux, etc., tous dans une bagnole individuelle, ça va être autre chose. Je pense qu'en face, ils vont avoir du mal à nous réprimer. Et on va être plus mobile qu'eux en plus. Ça, je sais pas, parce qu'on va être nous-mêmes coincés dans nos propres bouchons, j'ai envie de te dire. Mais au moins, tu te fais pas casser ta gueule. Ça, c'est bien. Et ceux qui ont envie de rester à pied, ils ont des boucliers. Oh là, des boucliers. Tu te faufiles. Ah bah oui, les voitures. Toi, tu as envie de rester à pied, machin. Les mecs, ils arrivent, ils te chargent canon à eau, tu te caches derrière une voiture.
terminé, on n'en parle plus. Voilà. Autre stratégie, les ronds-points, Wilson il en parlait. Le retour au rond-point alors. Alors, le rond-point reste sur le rond-point ou le rond-point bouge à d'autres endroits? Justement, je rebondis sur ton idée, c'est pas la mienne pour le coup. Poucave. Qui est de... Et là, je la rejoins totalement et je pense que ça pourrait donner un nouvel élan, un nouveau souffle au mouvement. Parle fort là. Déplacer nos ronds-points traditionnels qui peuvent rester, hein, si on a assez de troupes, les gens peuvent rester et faire vivre le rond-point, tu vois. Ouais. Les déplacer directement devant les sièges de députés, les déplacer directement vers les sièges de multinationales ou Bayer, Monsanto, voilà, ou le siège d'institutions problématiques. Non mais rond-point c'est semi-permanent. C'est on squatte. C'est du squat ça. Imagine un rond-point avec des tentes devant le Conseil constitutionnel, on se ferait virer par les flics et si on revient toutes les 5 minutes comme ça. Ou à côté des péages. C'est-à-dire qu'il y a des aires où on prend en covoiturage. Ces aires-là, ok, les gars ils montent, bon voilà, moi j'en connais très proche, hein, en pleine nuit, les gars ils montent, à 4 ils vont ouvrir un péage. Et puis ils sont 10 de l'autre côté. Bon, les flics ils arrivent au bout d'une heure, c'est au milieu de la nuit, hop, ils réouvrent le péage. Mais l'affaire, si notre rond-point était juste à côté, et qu'on pouvait dormir dessus, on attend que les flics repartent et il y aura certainement d'autres volontaires pour aller rouvrir le péage puisqu'on va être sur zone. De camp de base arrière, ça s'est fait au début du mouvement, au mois de décembre, mois de janvier. Tous ceux qui se souviennent de Fleury-en-Bière et de Saint-Arnoux, Fleury-en-Bière et Saint-Arnoux, c'était des nuits entières. Hein. C'était une nuit entière avec le bras zéro pendant l'hiver et tout. Il y avait une petite tente, ça faisait de la merguez et tout pour tenir. Les gens nous ravitaillaient. C'était excellent. Et pas seulement le samedi, c'est toute la semaine. Jour et nuit, on est sur du harcèlement et on est sur en fait de la guérilla pacifique. La stratégie du harcèlement et de la guérilla finira par, comment dirais-je, par trouver bonheur entre guillemets. C'est-à-dire que cette stratégie-là, elle va finir par payer. Ils vont péter un plomb en face. Déjà, on voit bien qu'au niveau des médias, ils pètent les plombs. Alors, je voulais... La stratégie médiatique, elle commence à donner des fruits. Je voulais vous montrer un bulletin de vote. Regardez ce beau bulletin de vote. Attends, on en parle après, ça va être trop long comme sujet. Ouais, ça, c'est de la monnaie locale, les amis. C'est aussi, ça fait aussi partie de la stratégie. Ouais. C'est en parallèle, c'est-à-dire penser monnaie locale, décroissance. Monnaie locale, c'est du circuit court. On affame la bête, le veau d'or, l'usure. Faire une vidéo spéciale là-dessus. On fait un petit teaser, tranquille. Voilà. Regardez comme c'est beau. Ça fait partie du boycott. Voilà. On sort de l'argent du circuit des banques commerciales. Carrément. Voilà, on fera une vidéo là-dessus et on en fera plein même. Toujours pour revenir sur les stratégies, pour ceux qui veulent absolument continuer les grosses mobilisations samedi. C'est à réfléchir, mais je pense que de toute façon, il y a des gens qui ont décrété qu'ils le feront et donc après on se joint ou pas. Mais il faut arrêter de faire des manifs 9h-18h les copains. Déclarer. Ça c'est la CGT ça. Ouais, 9h-18h, non. Faut arrêter parce qu'au final, les flics qui ont 30 kg de matos sur le dos, ils sont moins fatigués que nous à la fin de la journée. Ils sont moins fatigués que nous et il y a des manifs où ils sont plus nombreux que nous. C'est-à-dire qu'on s'est crevé pour rien, quand on se fait pas crever un œil en plus. Et donc il va falloir trouver de nouvelles stratégies. Le but du jeu c'est pas d'être plus fatigué que les forces de l'ordre. C'est juste plus possible de continuer comme ça. Viser des lieux stratégiques. Voilà. Les médias, la technique de Sylvain Baron était excellente. Arrêtez aussi de communiquer les stratégies sur les groupes, même sur Telegram. Dès qu'il y a un groupe, c'est mort. Tu vois les gens là qui font de la chasse aux sorcières à chercher des infiltrés partout, c'est les premiers à communiquer sur des groupes. Alors oui, il y a des moyens de communication, des applications qui sont cryptées, mais à partir du moment, même si c'est crypté, tu l'envoies dans le groupe, dans le groupe il y a un infiltré, forcément. On a un collègue là qui a fait une petite opération tout seul. Hein, pour terminer là-dessus, tout seul comme un grand. J'ai entendu parler de deux moyens de s'échanger justement les stratégies de communication pour se communiquer les stratégies de manifestation ou d'action. Il y a deux systèmes. Il y en a un, je pense, qui est vraiment... voilà. Donc, je donne le premier, c'est pas le meilleur, je pense, mais c'est à tester, il faut vraiment le tester. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est les chaînes, tu sais, comme les chaînes à la con, où t'envoies un bouquet de muguet en photo ou je sais pas quoi, là, le truc, ça te parasite ta vie pendant 3 semaines. Bonne année, les chaînes, voilà, Dieu est avec toi, je sais pas quoi, si tu l'envoies pas, toute ta famille sera maudite pendant l'éternité, je sais pas quoi. Bref, faut pas casser les chaînes. Ça marche super bien, les chaînes, ça marche. Même si ce qui était véhiculé dessus c'était de la merde, ça marche. Et donc, au lieu de véhiculer de la merde, on peut se véhiculer des stratégies.
Et je sais, il y a les aquabonistes, les yaka faucons qui diront oui, mais si ça se fait intercepter. Cousin, tu mobilises pas 80 000 flics sur une rumeur. Si tu interceptes un SMS, ça veut pas dire que ça va vraiment se faire. Tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est un moyen qu'il faut tester. Au lieu d'attendre qu'il y ait un fly, un Drouet ou je sais pas qui balance, voilà, on va faire comme ça sur les réseaux sociaux. Et ben on fait une chaîne. On balance l'info. Après, toi, juste ce qu'on vous demande, c'est de balancer l'info. On ne te demande pas de suivre ce qui est écrit dessus. Juste, continue la chaîne. Et après, chacun est libre de suivre la stratégie proposée ou pas. C'est des bonnes idées, ça. Hein. C'est aussi simple que ça. Ça coûte rien. Et il y a quelqu'un qui est dans le live que je faisais là-dessus, qui a proposé une super idée, c'est tellement évident. Un truc où normalement on ne devrait pas pouvoir se faire intercepter, c'est à l'ancienne, la poste. Le pigeon voyageur. Non, la poste, excuse-moi. La poste. Tu tapes le truc par mail, tu l'imprimes, tu l'envoies à 3 à 10 personnes. Voilà. Les postiers, ils sont avec nous. Hein. Il y a des mecs, ça fait 1 an, ils sont en grève générale. Donc les postiers, ils vont pas aller ouvrir le courrier. Ils sont en train de changer la poste, donc ils vont être de plus en plus. Ouais, mais ouais. Donc la poste, c'est un moyen, je pense, le plus sûr. Voilà. Donc les copains, il y a des chaînes qui commencent à tourner sur ça. Que tu sois d'accord ou pas avec le message, si tu es juste gilet jaune, tu as le droit de ne pas être d'accord avec les stratégies qui sera proposée sur la chaîne. Tout ce qu'on te demande, c'est propage la chaîne par la poste ou par SMS, par mail, par wire, par télégramme, mais pas dans des groupes. Aucun groupe, nulle part. En tête à tête, en individuel, en bouche à oreille, en téléphone arabe, à l'ancienne. À l'ancienne. Voilà, pas de groupe. On avait un... Merci Michael. On a un gilet jaune avec nous qui a fait une petite OP sympa. Tout seul, ce matin, sur Alors. un coup de sang. Parce que j'ai mal à notre France. Hein. On est quand même avec la dictature en marche en France et avec le RN en Europe. Alors au fait, qu'est-ce que tu as fait ce matin? Dis-nous. J'ai pris mon gilet jaune, j'avais pas pu faire un drapeau. Et je me suis mis au-dessus de la Francilienne sur une passerelle. Et j'ai agité mon gilet. Et j'ai attendu de voir si le peuple allait klaxonner. Et je tiens à vous dire déjà que les routiers sont avec nous en masse. Les chefs d'entreprise, les artisans klaxonnent. J'ai vu beaucoup de provinciaux. Hein, bon, je vive nos régions. Parce que moi j'étais au 1er mai, heureusement qu'il y a nos régions hein, sur Paris. Parce que la région parisienne, faut arrêter BFM, McDo, Nutella et compagnie, faut boycotter tout ça. Ça t'a fait du bien toi d'être dans l'action ce matin, tu rongeais ton frein, tu voulais faire quelque chose? Je rongeais mon frein. Ça t'a libéré quoi? Voilà. Et autant l'action des barres de péage est super efficace, je trouve. Comme on dit, hein, la gratuité, même à l'hôpital, dont j'ai fait partie. La gratuité, ça fait sourire et remercier le peuple. Et il faut s'unir, tous les gilets jaunes de France, il faut s'unir pour réveiller le peuple, montrer, comme dit Wilson, le terrain, monter des équipes. Bande d'enculés. Bande d'enfoirés, monter des équipes. Donc là, vous êtes plus de 400, j'espère déjà que vous partagez en masse, hein, premièrement. Mais ça, je sais que mes 5000 contacts sur Facebook le font facilement. Il faut récupérer le terrain absolument. Et on va penser... Arrêtez de faire les crevards les gens, de consommer des vidéos dans tous les sens. Si t'as pas envie de diffuser, fais une vidéo, donne ton avis. Mais fais pas le crevard, je vois des gens, ils vont regarder des chaînes genre Thinkerview, genre des chaînes des médias indépendants gratuits, même pas ils lâchent un pouce. Arrêtez de faire les crevards, les gens. C'est vrai. Et on va penser municipal. Ouais. Parce que les municipales, c'est le niveau administratif où il y a encore des politiciens de bonne volonté, on les connaît, hein, surtout dans les petites communes rurales. Les maires qui élisent des sénateurs. Et là, on a un énorme travail à faire avec les municipales. On va penser local et on va penser sécession du pays réel. On va laisser Macron dans ses métropoles, etc., interconnectés, ouverts sur le monde et Attali. Sur Neom et autres, et nous, on va être en monnaie locale. Nice, c'est la future Neom de France, on en reparlera. Et on va être en référendum d'initiative citoyenne locale, on va être en constitution locale, en monnaie locale. On va sortir nos enfants dans les cantines de Sodexo et on va les faire passer sur du bio et local. Voilà les amis, réfléchissez à tout ça. Il y a un groupe qui existe qui s'appelle Gilets jaunes Objectif Municipal 2020.
Vous y allez, c'est pas pour mettre des photos ou des vidéos de Ramous. C'est pour mettre des vidéos qui font réfléchir et lever le niveau concernant ce prochain grand combat. Voilà les amis. Et les opérations, les gars, pensez, soyons des Robins des Bois. Lever les barrières de péage, rendre les parkings des hôpitaux gratuits, des centres commerciaux. Ça, c'est une bonne action. Tu vois, tu veux faire chier Carrefour, là tu bloques pas Carrefour. Tu rends son parking gratuit. Tu vois. Donc c'est-à-dire que Tu permets aux gens tout simplement voilà, de pas tu se fais faire kiffer extorquer. les gens. Et Parce puis que pour attends. aller faire ses courses, il faut payer pour se faire regarder sa Attends, valise. dans le 91, il y a beaucoup d'opérations bâchage aussi. Hein, les gars, ils mettent des films entre deux poteaux et ils peignent ça. Il n'y a aucune dégradation. Ouais, mais je pense Ça tient la nuit, ça tient deux. À Grigny, ça tient plus longtemps. Hein. Voilà, à Grigny, ça tient la semaine. Ça fait pas 2 heures. Voilà. Mais il y a plein d'activités pour tout le monde et on voit des mères de famille hein, et des anciens être en OP. Hein. Je voudrais rajouter quelque chose, Mouska, s'il te plaît. C'est la révolte, c'est pas le business. Donc déjà, moi je suis contre le merchandising gilet jaune. Faut savoir que Pourquoi pas, pourquoi pas si, attends, on se fait son truc soi-même, on se fait son truc soi-même, on se fait faire son petit truc Attends, soi-même. regarde, ta Mais- casquette, tu l'as acheté quelque part, ça aurait été mieux que tu achètes ta casquette, tu vois, chez Rodriguez On ou peut autre, se parce faire que voilà, soi-même ça aurait aidé quoi. Les femmes peuvent fric. Merci Wilson, merci. Non, mais on est a- différents, on a un différents Gigi points de vue là-dessus. constituant qui s'est fait un suite lui-même par ses propres moyens, Oui, mais pas trop cher. Ah, vas-y, montre-le, allez, papa Wilson, il est beau, allez, il est beau. vas-y, regarde. 9-1 là, Non, mais dédicace. ça c'est pour vous montrer que c'est à Decathlon. Ça vient de Decathlon, 6 €. Et le flocage c'est un petit peu cher, mais bon, vous faites plaisir de temps en temps, 10 €. 10 Ah, € mais pour t'es un 2 lignes. riche Wilson, t'as une voiture. 10 € pour 2 lignes à Decathlon, franchement. Donc il n'y a pas besoin de Juju, passer par le lève-toi. Il y a du merchandising. business, monte c'est le Il sûr, n'y a monte pas le besoin de business. passer par la famille hashtag et tout. Vous allez vous-même à Decathlon, vous faites ça, ou si vous connaissez des magasins de flocage. Montre Quelqu'un celui de qui Julien, dessine montre bien celui de aussi, Julien. hein. Montre celui de Julien, moi Mika, s'il te plaît. je suis mitigé sur le truc. Ouais, 9-1 représente. Le côté, le bon coup côté de crayon, business, un bon Et, feu. et maman, Ils elle tricote. ça dépend. Maman, ça elle dépend tricote, ce c'est qui est- super. ce qui est- Ça dépend si le gars ce qui- devient millionnaire, ouais, mais si c'est juste pour survivre. Non, mais ça dépend si l'argent. Voilà, il utilise, je sais quoi. pas, C'est la pour, révolte, Mishka, pour le- c'est pas le business. Attends. Si Ah, mais toi t'es impur, t'es un taliban, toi. Attends. T'es hey, gilet jaune taliban là. Si l'argent Non. il est utilisé Gilet hors intégralement. résistant. Si l'argent Dis-moi, Mika. il est utilisé intégralement pour filer des thunes, si l'argent il est utilisé pour filer des thunes aux mecs qui ont perdu leur taf parce qu'ils se sont fait arracher une main, un œil ou je sais pas quoi, ou l'autre, le mec a perdu son taf à cause de Finkelkraut là ou je sais pas quoi, moi ça me dérange pas. Qu'il y ait des mecs qui vendent des pins, des trucs, la famille, mon cul sur la commode, pourquoi pas. Donc l'idée c'est qu'est-ce qui est fait de l'argent. Si l'argent il est fait pour rester en solidarité dans les gilets jaunes, ok. Par contre effectivement, tu peux pas te faire de la solidarité pour toi-même. Dire que voilà, ou alors tu l'affiches, les gars, j'ai monté ma boîte de t-shirts, ceux qui veulent m'acheter m'achètent. Et que le gars, au lieu de transporter de la palette, bah il diffuse, tu vois, de la propagande pour les gilets jaunes. Si le mec c'est un artiste, tu vois, tu peux très bien voir qu'un artiste, il peut faire des trucs très beaux pour les gilets jaunes. C'est la Bien sûr, distinction. bien sûr. C'est ça, faire la distinction en fait entre le gars qui a vraiment pas le choix pour vivre, qui est au RSA et qui a voire même des fois rien du tout et qui vit sur son emprunt, etc. Qui a pas d'autre choix que de monter un petit business pour survivre, au mec qui a déjà un salaire, qui a déjà de la thune, mais qui se fait un business en plus. Voilà, Faut faire la distinction. c'est ça. Voilà. Donc c'est- à vous moi, de je dis ça, c'est creuser deux choses. et à vous de vous informer pour savoir. Parce que vivre de la dissidence, Ouais. vivre d'un combat résistant, moi je trouve ça noble en soi. Il y en a plein qui le font. Toutes les organisations dissidentes de France vivent de leurs propres moyens. Ils ont même des salariés. Donc c'est pas ça qui est honteux. Ce qui est honteux, c'est de se faire du business sur le dos des gilets jaunes alors que tu as déjà un salaire. Ça, C'est ça. c'est pas entendable. Ouais. Ça, c'est pas entendable. C'est ça. C'est exactement Le ça. merchandising. Bon les amis, en tout cas, merci de toutes ces contributions. Merci à Un toi. petit mot de la fin. Ah, petit mot de la fin, ouais. En plus, c'était à la base, c'était ça le but, c'était de montrer qu'il n'y avait pas de comment dire, tu sais, de façon Cauchy et compagnie là. Il n'y a pas de division, il Voilà. y a de la Parce complémentarité. que ça, c'est des questions qui reviennent souvent. C'est ouais, mais on L'union. comprend plus rien. Les gilets jaunes sont super divisés parce qu'il y avait les gilets jaunes mignons, les gilets jaunes Pikachu, les gilets jaunes Poussin, les gilets jaunes. C'était quoi l'autre là de ton pote là qui était sur la liste de la LAN là, comment il s'appelle? Jérémy là, c'était quoi son mouvement gilet jaune constructif, je sais pas quoi, les gilets jaunes pacifistes, Récalcitrant. les gilets jaunes je sais pas quoi, il y a les gilets jaunes constituants. Alors, il y a eu des groupes au début mais ça c'était au début, qui ont essayé de récupérer. Donc
tous les groupes, voilà, nous on est Gilets jaunes constructifs qui passaient à la télé là. Ça effectivement c'est des gens qui ont essayé de tirer la couverture à eux, c'est les Benjamin Cauchy, les Jérémy Machin, la liste Gilets jaunes aux européennes, tout ça. Donc ça, tu les oublies. Par contre, Gilets jaunes constituants, Gilets jaunes résistants, il y a quoi, Rond-point 2.0, Gilets jaunes convergents. Après, il y a des groupes d'activistes, ils ont leur vision. Des gens qui s'extraient du reste des Gilets jaunes. C'est des Gilets jaunes comme tout le monde, d'accord? C'est juste que c'est des petites cellules d'opération, c'est-à-dire c'est des gens qui ont choisi des stratégies, des modes opératoires. Mais ils sont pas là à dire rejoignez-nous. Ils sont pas là en train de dire ouais, nous on est différents des autres Gilets jaunes. D'accord? C'est aussi le sens de dire monter des équipes, bande de branleurs. Bande d'enculés. C'est pas forcément monter des équipes de constituants, c'est monter ce que vous voulez en fait, du moment où vous agissez. Être libre. Du moment où vous agissez contre Du tractage, n'importe quoi, de la bâche, n'importe quoi. En gros, c'est comme voilà, un petit nom d'équipe pour se fédérer en petite bande ou en moyenne bande ou en grande bande si tu veux. Voilà. Donc c'est pas de la division, la preuve. Moi je suis moi. Des fois je fais des trucs avec eux, des fois je fais avec eux, des fois machin, en fonction du temps, etc. Pareil, hein, t'es pas obligé d'être dans un groupe avec un nom pour te bouger. Les groupes sont ouverts. Moi je sais que si demain ils font une opération et que je suis dispo et que ça me plaît, je vais y aller avec eux. S'ils font une opération, que je suis dispo, que ça me plaît pas, mais ils me disent oh, on a besoin de monde, bah j'irai. Tu vois. Voilà. Donc il n'y a pas de ne prenez pas tous ces petits noms de groupes pour de la division, bien au contraire. C'est tout l'inverse, on bosse tous les uns avec les autres. C'est l'union. On est dans la même tranchée, il faut défoncer l'ennemi en face. Donc il vaut mieux faire des petits groupes comme ça avec des petits noms parce que c'est motivant, ça met la pêche, etc. Que d'essayer de faire une structuration nationale, etc. Alors attention à ceux qui veulent à tout prix une structuration. Une tarte dans la gueule. Voilà. Ça sent... J'aimais une petite nuance. Je veux bien que je fasse chier le monde dans le débat. J'aimais une petite nuance parce que pour l'instant, oui, nous n'avons pas besoin de leader. Pour l'instant, oui, nous n'avons pas besoin de se structurer, sachant qu'on se structure à petite échelle. Voilà. À petite échelle. Mais quand le gouvernement de transition va arriver pour arriver à ça, selon mon hypothèse, hein, parce qu'il peut y avoir d'autres opinions que le gouvernement de transition, il faudra forcément des leaders qui vont occuper ce gouvernement de transition. Et là, c'est le peuple qui va plébisciter ce gouvernement de transition. Par exemple, on peut plébisciter les époux bourguignons au ministère de l'Agriculture. Ou Pierre Rabhi. On peut plébisciter Jean-Pierre Petit au ministère de la Recherche, je sais pas moi, tu vois. Il y en a suffisamment de personnes intègres. Plébisciter à l'économie, aux finances, on peut mettre Jacques Cheminade. Mais on mettra pas, honnêtement. On met des gens compétents et qui veulent l'intérêt collectif. C'est ça. Et qui veulent l'intérêt collectif. Et surtout ceux qui ne veulent pas le pouvoir. Parce que Juan Branco qui dit « moi je me rêve en procureur du peuple », etc. Le gars, il a déjà trahi l'oligarchie une fois, mais j'ai trahi une fois, hein, je ne trahirai pas deux fois. Ne jamais donner le pouvoir à ceux qui le demandent. Ça vient d'un livre sacré, non? Oui, tout à fait. Bah, c'est ce que j'appelle le modèle califal, c'est-à-dire qu'en fait, les 4 premiers califes en période islamique fonctionnaient sur ce truc-là. On ne donne pas le pouvoir à celui qui le demande. C'est le bon sens, ça, les gars. Il n'est donné qu'à des gens vertueux, qui eux-mêmes ne voulaient pas le pouvoir. D'ailleurs, avant la Révolution française, c'était pareil. Hein. Avant que la France soit gouvernée par les commerçants, c'était gouverné par des aristocrates et tu devenais aristocrate. Aristo, c'est le meilleur. Mais c'était quoi les critères du meilleur avant? C'était pas le meilleur recracheur de branlettes intellectuelles. Alors, c'était pas le 18e siècle là. Non, là, voilà. Ouais. Avant. C'était les meilleurs guerriers, etc. Aujourd'hui, le critère d'être le meilleur, c'est vertu, l'humilité. Si t'es le meilleur recracheur de branlettes intellectuelles, tu passes un concours, t'es le meilleur. Avant, les critères pour être le meilleur, c'est avoir survécu à une bataille. C'était bien s'occuper de son peuple. C'est-à-dire qu'avant, les chefs, c'était les premiers à aller au charbon. Quand tu regardes Game of Thrones, c'est une fiction, mais les chefs avant, ils fonctionnaient comme ça. Il faut savoir que les chefs étaient élus. Et oui, ils pouvaient être souvent élus par d'autres, etc. Enfin, tu regardes Game of Thrones, t'as compris. Où tous les trucs un peu médiévaux comme ça, c'est plutôt comme ça que ça fonctionnait. Chez les Scandinaves, les chefs étaient élus ou révoqués. Ouais, tu prends n'importe qui aujourd'hui, n'importe qui se retrouve sur une île déserte, avec en face une tribu ennemie, ou peu importe la concurrence, etc. Qui va prendre Macron ou Mélenchon ou je sais pas qui en chef? Non, tu vas prendre un Christophe d'Étinger. D'accord? C'est clair. On est vrai ou faux? Bah voilà. D'Étinger au ministère des Sports. Donc tous ces gens-là, Option box. Ils sont les meilleurs recracheurs de branlettes intellectuelles. Mais en vrai, dans la vraie vie sur le terrain, jamais tu les choisirais comme ça. Attends. Ici, il y a quelqu'un qui demande pour Marlène Schiappa. Alors, oui, elle s'est fait agresser. Non, mais je sais pas ce qui s'est passé. Elle est plébiscitée pourquoi, Marianne Schiappa? Pour ses talents d'écrivainte
Marlène Schiappa, apparemment, là, samedi soir, il y a des gens. Alors elle dit que c'est des gilets jaunes. Ouais. Voilà. Bah, comme par hasard. Mais regarde. Hop, je ne suis pas un gilet jaune. Hop, je suis un gilet jaune. Ah mais c'est magique. J'étais quoi avant d'être un gilet jaune? On sait pas. Donc, voilà. Donc tu mets un gilet jaune, t'es un gilet jaune. Et donc soi-disant, elle s'est fait agresser par 40 gilets jaunes. 40. Elle a eu le temps de les compter. Vers minuit. Elle s'est pas Voilà, et donc ces gamines sont traumatisées, etc. C'est peut-être vrai, je sais pas. Est-ce que c'était vraiment des. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, elle a souillé sa culotte. Bon les amis, on vous la rappelle, première fois. pacifisme et bienveillance pour le bien commun. Non, là, Donc on n'est pas du tout là pour appeler les gens à faire des actions qui vont à l'encontre de l'intégrité personnelle et physique des gens. mais on condamne pas. Aussi corrompu soit-il ou Pas juge, soit-elle, on condamne personne. voilà, on n'est pas là pour juger les gens. Hein, ça sera les tribunaux populaires qui jugeront les gens avec toutes les pièces, voilà. Mais si vous avez déjà des pièces, et ben voilà, vous faites les dossiers, vous commencez à compiler du dossier, de la data, parce que là, ça va servir plus tard à un moment ou à un autre. C'est tout. Et avant tout, compiler de la data et des dossiers sur les oligarques eux-mêmes. Il est temps qu'on les démasque. Et leur valet servile quand même. Faire des vidéos YouTube si vous voulez, mais sur les oligarques eux-mêmes. Dis donc. Couper la tête du serpent. Les maires qui sont Young Leaders, à ton avis, ils sont maires de petites communes. Pourquoi en tant que Young Leaders? Quel est l'intérêt pour être recruté comme Young Leaders pour devenir maire d'une ville moyenne en banlieue parisienne? L'intérêt, c'est de préparer et de tapiner pour l'idéologie mondialiste. Ouais. Il y a du dossier à creuser là. Puis ça permet d'élire les sénateurs. Vous connaissez très bien, Parce les que- amis, on vous a Parce donné que la liste. les maires sont des grands électeurs et les sénateurs, c'est les maires qui les choisissent. Et donc du coup, si dans les maires, t'as pas des gens du peuple, t'auras pas des gens du peuple au Sénat. C'est sûr, si tu as un François Rebsamen, maire de Dijon. Alors, il va combien préparer la vie des d'ouvriers sénateurs pour- au Sénat? Combien d'ouvriers à l'Assemblée nationale, les gars? Deux, je crois, à l'Assemblée nationale. Et au Sénat? Je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est Walou. Ouais, Hein. ouais, Voilà. c'est pas Il y possible. a un agriculteur à l'Assemblée nationale, mais bon, c'est un mec qui sort du lobby. Si c'est un pote à Beauvais. Voilà. Non, c'est pas un pote à Beauvais, non. Bah, il y a la salle, c'est les maires et Ouais, il y agriculteurs. a, la salle, ouais, mais voilà. Donc, Allez, le mot de la fin, mon ami. merci Mishka. Donc, seul, on n'est rien. Unis, on est un. Si, moi je suis mort. L'union. Un peuple L'union sacrée. un peuple uni est invincible. Voilà, et je voulais rajouter qu'il y a des GJ, mais il y a surtout, sans eux on ferait rien, c'est les strict médics. Faut pas oublier que les strict médics sont les premiers gilets jaunes, parce qu'ils nous soignent des blessures. Il faut penser à eux. Et ils sont fait nasser comme une merde. Voilà, samedi. exactement. Et ils subissent énormément parce que les FDO veulent pas qu'ils nous soignent et qu'on ait peur. Les FDP. Les FDO, les forces de l'ordre. Oui, bah, Ah, moi c'est je dis force de police. Ouais, aussi. Ah, FDP, ah d'accord. Ah. Ouais, c'est pas mal. c'est mignon. Mais il y en a de plus en plus c'est qui FDO. pensent Ouais, comme je sais nous. pas, Hein. moi, je- Regardez, je hein, dis toutes FDP. les actions qu'on a fait, ils ont été plutôt cool. Hein. On n'en a pas reçu de coups de matraque. Hein. Bon, les amis, force et honneur, on ne lâche rien, chaque jour compte. Allez, Et vous montez informer, des équipes, bande montez d'enculés. des équipes, et regardez des vraies vidéos, pas que des vidéos de 5 minutes.